Donc on retrouve Ounia et je te laisse te présenter. Qui es-tu? Bonjour, moi je suis. Alors j'ai commencé musicien pendant une vingtaine d'années. J'ai accompagné sur scène et en studio de nombreux artistes. J'ai commencé en Bretagne, mais après j'ai passé la majeure partie du temps à Paris. Et j'ai toujours été intéressé par le son. Je suis venu à la musique en fait par le son, par le plaisir du son, parce que mon père avait un studio. Et c'est la beauté du son qui m'a fait aimer la musique. Et j'ai été rattrapé par... en étant dans les studios, je passais beaucoup de temps à rester dans les séances, à regarder les ingés travailler. Et j'ai été rattrapé par ce plaisir-là. Et de musicien, accompagnateur ou compositeur, arrangeur, parce que j'ai fait aussi une école d'arrangement, j'ai petit à petit bifurqué vers mettre les mains dans les manettes et travailler le son sur des prods. Et ça a pris de plus en plus de place, l'équilibre entre musicien et réalisateur, technicien son, et petit à petit a commencé à bifurquer vers le son. Et maintenant, je fais exclusivement que ça, de la prod, de la réal et du mix. Ok, cool, passionnant. Et encore, tu dis pas tout, je le sais, parce qu'on échange Ouais, régulièrement, ouais. mais ça a beaucoup plus de fame que ce qu'il veut bien nous dire. Il y a un truc qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment se mettre en tête, c'est que il faut toujours, toujours penser différemment entre le live, la scène, quand il y a un public devant, qu'on propose quelque chose à un public, et quand on fait un record, un enregistrement qui va être gravé, enregistré sur un support. C'est deux concepts différents. Et on ne va pas placer ni les micros, ni les choristes de la même façon. Il faut déjà une pièce qui te le permette, parce qu'on est d'accord que quand on enregistre quelque chose en studio, notre ennemi, il y a plusieurs ennemis qu'il faut combattre, ce sont des ennemis invisibles, mais le premier, c'est ce qu'on appelle la room, en fait, c'est-à-dire c'est le son de réverbération des pièces. Il faut lutter contre ça un maximum, il faut avoir une pièce le plus mate possible, et plus tard, en post-prod, on va avoir des outils de mixage qui vont nous permettre de recréer cette ambiance avec des reverbs qui sont des reverbs qui sont de toute façon beaucoup mieux que les pièces que vous avez chez vous, des cuisines, des salons, etc. Donc voilà, donc il faut avoir des pièces le plus mat possible. Donc il faut avoir une énorme pièce et très très mat. Donc en gros c'est un studio dédié à ça. Si on n'a pas ça, il faut essayer de mater au maximum les endroits. Donc, il faut mettre des coussins, des meubles, des tapis, le maximum. La première chose à penser, c'est qu'il faut toujours savoir qu'en musique, dans le son, dans la technique du studio, c'est vraiment la règle, c'est de diviser pour régner. Donc, le maximum, si on a la possibilité, c'est le maximum de diviser les pupitres de façon à pouvoir avoir des pupitres qui n'empiètent pas les uns sur les autres au moment du recording. Donc d'avoir 4 pupitres séparés qu'on fait chanter en même temps. Moi, je l'ai fait sur une chorale de 80 personnes, donc c'est beaucoup de monde, dans un espace qui est dédié et qui me le permettait. Donc j'ai pu positionner les 4 pupitres à 4 endroits différents et mettre mes micros donc en fonction de ça, chacun sur chaque pupitre. Donc j'avais sur chaque pupitre 2 micros stéréo plus des overheads sur chaque pupitre, ce qui fait beaucoup de micros. Et à la fin, l'intérêt, c'est de pouvoir gérer les 4 pupitres dans le mixage, de pouvoir les ajuster si besoin, et surtout pouvoir créer une spatialisation, etc. Ça, c'est l'idéal. Pour être dans ces conditions-là, il faut plusieurs paramètres. Si on n'a pas la possibilité d'avoir les 4 pupitres séparés pour des raisons techniques, parce que aussi les choristes n'ont pas cette habitude entre guillemets de chanter séparément, parce que évidemment quand ils vont être par pupitre, ils vont s'entendre surtout eux, donc il faut qu'ils soient extrêmement concentrés sur leur partie, extrêmement concentrés sur le directeur de chœur, chef de chœur. Donc si on n'a pas cette possibilité-là, si on n'a pas cette expérience des choristes, ce qu'on peut faire, c'est une technique qui est assez intéressante pour le positionnement du chœur, c'est légèrement en arc de cercle, de toute façon, légèrement en arc de cercle, à la différence peut-être du live, où là, le son va être projeté vers le public. Là, on a surtout de projeter le son légèrement en arc de cercle, de façon à ce que les micros puissent capter le maximum d'informations dans cette zone-là, en fait. Chaque zone du chœur entendra mieux les autres et ça va du coup les aider à être un petit peu plus ensemble, un petit peu mieux ensemble. Ça, c'est si les gens ont un petit peu moins l'habitude de chanter. Ensuite, il y a 2 écoles qui s'affrontent, si je peux le dire. La première, c'est le positionnement dans l'espace des différents pupitres. Alors,
il y a plusieurs astuces. Il y en a qui mettent des sopranes à droite, des sopranes à gauche, les basses au milieu, etc. Les ténors, bon, il y a plein d'astuces. Il y a une astuce qui est quand même très bonne, je trouve, c'est le système du quinconce. Donc, c'est-à-dire qu'on place, on fait tous les pupitres un peu on fait un soprane, un ténor, un alto, un basse, et on intervertit en quinconce. En fait, que tout le monde soit bien mélangé et que en fait, le son sorte de partout de façon équilibrée. Déjà, ça c'est le premier des points. Et ça permet de donner une homogénéité au chœur. Et ça, c'est dans le cas où évidemment il n'y a pas de soliste, etc., etc. Donc ça, c'est dans le positionnement du chœur. Attention de ne pas être trop près des murs de derrière, parce que c'est de la réverbération supplémentaire. En tout cas, le son les gens qui sont derrière, qui vont chanter, ils vont créer une zone ici de son qui va être projetée en avant. Et il faut vraiment essayer de s'éloigner un maximum de ces zones de réverbération. On avait aussi évoqué un point qui était le fait d'étager éventuellement le chœur pour avoir une certaine captation un petit peu plus équilibrée. Oui, alors évidemment, quand on parle des chœurs, un chœur, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a des chœurs à 10, il y a des chœurs à 80, donc autant que possible, on va essayer de réduire quand même dans l'espace la zone de son, en fait. Donc, au lieu d'avoir, si on a 80 choristes, au lieu d'avoir une ligne de 80 mètres, ce qui est quand même pas très pratique pour que les gens s'entendent, non, il faut faire différents plans entre premier plan, deuxième, troisième, avec des petites estrades si c'est possible. Et l'intérêt, en fait, c'est de capter à peu près la zone du milieu, en gros. Et l'intérêt du chef de chœur, c'est de positionner intelligemment ses choristes. Dans le sens où il est, comment dire, sans le dire forcément au choriste, ou en tout cas le dire avec une sorte de politesse, c'est de positionner en fait un peu plus devant les voix qui sont peut-être plus sûres, plus assumées, plus jolies si j'ose me permettre, et aussi peut-être moins puissantes. Donc généralement on peut mettre aussi des enfants ou des femmes qui ont moins de puissance. Et évidemment, ça semble être un peu naturel de positionner des voix, des ténors ou des voix d'hommes puissantes plus un petit peu derrière. En fait, le principe étant de se mettre à la position de chef de chœur et puis d'avoir un son équilibré dans son chœur. Les micros capteront de toute façon ce que vos oreilles entendront. Donc, les micros, ce sont des oreilles. Donc, ce ne sera pas magique. Si ce n'est pas bien dans les oreilles, ce n'est pas bien dans les micros. Il y a une chose déjà qui est sûre, c'est qu'il ne faut pas utiliser n'importe quel micro dans n'importe quelle situation. Ça, c'est déjà la pire erreur qu'on peut commettre. Alors, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des micros différents. On ne dit pas qu'il y a un type de micro mieux qu'un autre type de micro. Ce n'est pas vrai. Il y a des types de micros plus adaptés à certaines sources sonores. À la puissance, à l'impact, si c'est un son long, un son court, puissant, pas fort, il faut un micro adapté qui a une capsule qui permette de restituer le plus fidèlement possible le son qu'on a. Dans le cas des voix, on a l'habitude d'utiliser évidemment des micros à condensateur. Donc, il faut rappeler vite fait peut-être les grandes zones de micros. Ouais. Là, à côté de moi, donc, on a les fameux micros dynamiques. Donc ça, c'est un SM57. Un micro dynamique donc, qui est une membrane. Alors ça, c'est vieux, je crois que ça date des années 50 et la technologie n'a jamais bougé. Vous connaissez le 58, c'est celui qui a le truc par-dessus en la boule. Attends, voilà. Mais c'est le même, hein, 57, 58, c'est exactement la même technologie, à part qu'il a un truc protecteur ici. 58. Voilà, c'est le même. C'est le micro le plus solide, c'est celui qu'on a sur toutes les scènes du monde. Dès qu'il y a un son qui est un fort, qui fait mal à nos oreilles, c'est ça qu'on met devant. Donc caisse claire, guitare électrique, toutes les choses qui font beaucoup de bruit, c'est ça parce que c'est très solide. Et la membrane, elle bouge relativement difficilement. Donc il faut lui donner beaucoup d'informations, donc il faut jouer fort dedans pour que la membrane restitue quelque chose. Donc il n'est pas très sensible. Et voilà, donc on n'utilise pas ça sur les voix en studio. Éventuellement, on l'utilise sur les voix en live parce que le chanteur, il crie, il jette son micro, il postillonne, il le jette dans la foule. Ça coûte pas cher, 90 €, donc si ça se casse, c'est pas un drame. Mais aujourd'hui, ils font à peu près les mêmes types de micros à 200 € pour la scène, mais cette fois qui sont alimentés
avec une alimentation fantôme. Donc là, on arrive sur les micros donc à condensateur. Alors là, j'en ai un. C'est ce type de micro qu'on voit dans tous les clips. Dès que les chanteurs chantent, un soliste en tout cas chante dans un studio, c'est dans un micro comme ça. Donc c'est un micro qui a une large membrane, donc la membrane qui va vibrer beaucoup plus grande, elle va prendre beaucoup plus d'informations et elle est entre guillemets excitée, si vous me pardonnez cette expression, par un influx électrique qui est du 48 volts, qu'on appelle une alimentation fantôme, et qui va faciliter en fait la vibration, qui va aider la vibration de la membrane, ce qui va rendre ce micro extrêmement sensible. Là, pour le coup, en studio, il faut qu'on soit dans un environnement extrêmement maîtrisé, une pièce très mate et surtout pas bruyante pour qu'on n'ait pas de perturbations autour. Donc, c'est un micro, c'est là-dedans qu'on chante. Pour une chorale, c'est pas l'idéal. Alors là, vous me dites, oui, mais c'est des micros spéciaux pour le chant, oui. Mais c'est surtout des micros qui sont bons pour les solistes. Donc là, pour les micros chant, on ne va pas utiliser ça. Alors, j'en ai pas ici, mais en fait, c'est un micro à condensateur, donc avec une excitation électrique, mais avec une membrane de la taille de cette membrane-là, en fait, de la même taille. Donc, c'est un peu un mélange des deux, on va dire. Il y a plusieurs marques, toutes les marques en fabriquent. Et en fait, ils réunissent plusieurs avantages. C'est qu'à la fois, ils sont très sensibles, donc c'est ce qu'on demande à un micro, mais ils vont réduire un des paramètres les plus angoissants d'un technicien son, l'ennemi, le Dark Vador du son, qui est la phase. Alors, c'est très important quand on fait une prise de son d'avoir les connaissances, ou en tout cas d'avoir la notion de ce qu'est les problèmes de phase, parce que tout ce qu'on va faire ensuite, le positionnement du micro, le choix des micros, est pour lutter contre ces problèmes de phase. La phase, c'est très simple, c'est que quand on a un micro devant quelque chose qui fait du son, le micro, il vibre. Il se transforme en électricité, ça fait du son dans la carte son. Ça, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de problème de phase, parce que s'il y a un micro qui vibre, les problèmes de phase commencent donc, très vite, parce que c'est à partir du moment où on met un deuxième micro. Et le deuxième micro, c'est pour faire de la stéréo. Et donc la stéréo, c'est depuis les années 60. Maintenant, plus personne ne fait d'album en mono, donc on va faire un chœur en stéréo, minimum en stéréo. Et à partir du moment où on met deux micros, là, on est face à un problème qui est le risque d'avoir des problèmes de phase. Et c'est quoi? C'est au moment où vous mettez un micro, que la membrane, elle vibre comme ça sur le son, eh bien, si vous mettez deux micros, il faut que les vibrations soient synchronisées. Il ne faut pas qu'il y ait un micro qui vibre dans un sens et le micro qui vibre en contresens. Parce que ça va créer un problème de phase. Le son va s'annuler, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on obtient ce problème de phase? Dans quel cas? On l'obtient si les deux micros ne captent pas le même son, le même son, mais pas à la même distance. Alors là, on est dans ces problèmes de phase. Les problèmes de phase, on n'oublie pas que c'est au moment de la prise, c'est le bon positionnement des micros. Donc là, on va y venir, comment positionner les micros pour éviter ces problèmes de phase et avoir le son le plus beau en stéréo possible. Ça, on va y revenir. Mais éventuellement, en post-production, derrière, on peut, puisque ce sont deux sources différentes, on peut légèrement recaler, rephaser les micros si à la prise, ce n'était pas parfait. À la prise, il faut quand même y faire attention parce que des fois, on ne peut pas totalement modifier, enfin, on peut récupérer 10-20%, mais on ne peut pas non plus récupérer 80%. Donc, faire très attention. Donc, lorsqu'on positionne des micros, le choix du positionnement est fondamental pour lutter contre ces problèmes de phase. C'est pour cela que les techniciens son, au moment de l'invention de la stéréo, ont inventé ou expérimenté des techniques de positionnement de micro qui, en fait, réduisent ces problèmes de phase au maximum. Récupérer éventuellement le décalage de phase, c'est possible en post-prod, mais ça nécessite aussi qu'on enregistre chaque micro sur une piste différente à l'intérieur du logiciel. Et si tu enregistres par exemple avec un zoom ou ce genre de choses-là, tout le monde n'est pas capable de bien paramétrer correctement son zoom et de se retrouver avec les pistes en séparé. Donc c'est hyper important aussi de voir ça. Moi par exemple, j'utilise une Soundcraft.
je sais pas si tu vois ce que c'est. Bah lui, elle me sort pas les pistes en séparé. Elle me sort un mix global. Donc là, du coup, je suis obligé de faire vachement attention parce que sinon, c'est pareil pour les gens qui vont envoyer leur micro sur une table de mixage et qui vont sortir de la table de mixage avec une seule sortie, voilà, en stéréo. Et là, si tu peux pas régler tes problèmes de phase, quoi. On peut plus régler les problèmes de phase. Donc la prise de son est fondamentale. De toute façon, j'ai été prof aussi de son dans des écoles et je crois que c'est ce qu'il faut le plus rappeler à tout le monde sans cesse. Le shit in, shit out. Je laisse les anglophones traduire. Et c'est fondamental, c'est une règle absolue du son. Si vous enregistrez mal, à la fin, ça sortira mal. C'est la version française polie. Je la connaissais pas, je l'aime beaucoup. Donc, il faut vraiment faire très attention à ce qu'on enregistre parce que derrière, on va avoir beaucoup de mal à récupérer ça. Et je mixe souvent des projets qui ont été des fois faits dans des conditions difficiles, notamment ici en Afrique, où des fois il y a des prises qui ont été faites dans des riads, dans le désert, etc., avec des gens. Et je répète toujours, moi je suis ingé son, enfin ingé technicien son. Je ne suis pas Harry Potter. On ne peut pas non plus faire de la magie. Donc voilà. Donc il faut faire très attention au moment où on fait les prises. Les positionnements des micros, en fait, il y a en stéréo, il faut déterminer, le premier point à déterminer, c'est déjà la taille de ce que vous enregistrez. C'est déjà, ça va déjà déterminer quelle position de micro choisir. Si vous enregistrez une guitare, par exemple, dont la source est relativement réduite, c'est-à-dire dans un espace qui a à peu près d'1 mètre, 1m50, on va utiliser une technique. Si on utilise un chœur qui est fait de 10 personnes, donc vous les serrez un petit peu les uns autour des autres, vous avez 2,50 m, mais si vous enregistrez 80 personnes, même si vous les mettez sur 3 lignes, tout de suite, vous allez avoir 10 mètres linéaires à enregistrer, et la technique de prise de son, de placement de micro, va devoir s'adapter à cet espace que vous voulez saisir. Donc, le choix du micro, du positionnement du micro, va être surtout géré par cette nécessité de qui ou quoi vous allez devoir enregistrer. Donc, on va prendre le cas de quelque chose qui est une source relativement étroite, par exemple un chœur ou un pupitre de 5-6 personnes en stéréo. Alors pour ça, la meilleure des techniques, c'est ce qu'on appelle le positionnement en XY. Alors le positionnement en XY, encore une fois, je rappelle que c'est toujours pour avoir un minimum de problèmes de phase. C'est toujours ça le principe de prendre des sources. Alors, et quand tu dis 5-6, on peut aller jusqu'à combien? Puisque nous, tu vois, nos chorales, elles sont très variées en effectif. Mais par exemple, la mienne, elle est actuellement pour un effectif d'un peu moins de 30. Donc, est-ce que XY, ça va pour 30 si je les mets en 2 ou 3 gradins? Alors, n'oublions pas que enfin, je ne suis pas un professeur de géométrie, mais ceux qui ont compris vont évidemment saisir que la distance de la source influe sur la largeur, parce que c'est un triangle en fait. Donc on a un spot qui est la pointe de votre triangle et elle va capter de façon comme ça en triangle. Donc plus vous êtes près, plus le triangle est étroit, et plus vous vous éloignez, et plus vous captez une zone beaucoup plus large. Mais en s'éloignant, vous créez des inconvénients. C'est-à-dire que vous allez avoir une définition du son beaucoup moins précis en vous éloignant de la source. Donc plus vous vous éloignez de la source, et moins le son sera précis, et plus vous allez enregistrer de room, cette fameuse room, c'est-à-dire du son de la pièce dont on veut le moins possible. Donc les micros ne doivent jamais être positionnés trop loin. Donc à un moment donné aussi, il y a cette distance-là à gérer. Lorsqu'on a une position en XY, alors peut-être que tu vas montrer un schéma de ce qu'est une position de micro en XY, on couvre un champ relativement étroit d'un triangle relativement serré. Donc c'est bien pour des prises à la fois relativement proches des gens et donc sur une distance gauche-droite relativement réduite. Je mettrais maximum un micro comme ça, donc en XY. Alors si je le fais comme ça, ça va faire ça à peu près, dans cette position-là. Je me mettrais à 1,50 m, 2 mètres des chanteurs sur une zone qui va être de 2 mètres, 3 mètres de large. Je vais considérer que ce sera ça mon champ que je vais capter dans les meilleures conditions. Et alors justement, tu les as mis comme ça? Tu les mettrais comme ça face au chœur ou tu les mets comme ça face au chœur?
Ou à oui, 45. c'est une très très bonne question parce que j'ai été confronté à ça lors du fameux. Alors j'ai fait un enregistrement pour 95, j'ai fait 2 albums et aussi un live dans une énorme salle de théâtre ici. Et moi je suis arrivé, parce que j'étais technicien son, donc je suis arrivé vers 14 heures. Et donc il y avait des assistants qui avaient positionné les micros le matin. Et je suis arrivé et ils avaient mis toute une série de micros en douche, ce qu'on appelle. Donc c'est comme ça, positionné comme ceci. Et, euh, et ça m'a fait rire parce qu'on a fait un test parce que je leur expliquais que c'était pas une bonne idée, mais quand on arrive et qu'on dit aux techniciens, aux assistants, c'est pas une bonne idée, ça sert à rien. Il faut leur montrer que c'est pas une bonne idée. Il faut qu'ils le voient, qu'ils le voient avec leurs oreilles, si je peux dire. Donc j'ai monté les volumes. Quand les choristes étaient positionnés, on a monté les volumes et puis effectivement, assez rapidement, on arrivait à des problèmes de l'arsène, des problèmes de bruit, etc. etc. Bon. Et ensuite, évidemment, j'ai fait tout désinstaller totalement et on a mis les positions, les micros en face des chanteurs. Voilà, comme ça. D'où vient le son en fait? Et effectivement, on a récupéré 20 dB et puis le son était beaucoup mieux. C'est logique parce que ils me disent oui, mais c'est comme ça qu'on fait dans les orchestres. Ah oui, mais un orchestre, le son ne vient pas du fond vers devant parce que vous avez beaucoup les cordes, vous avez beaucoup d'instruments qui projettent le son du bas vers le haut en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de micros positionnés comme ça. Mais le chant, le son sort derrière et va devant. Donc si on veut capter le son dans sa directivité optimale, c'est de placer les micros dans le sens de la voix. Donc évidemment, quand on a 3 étages de choristes, où placer le micro par rapport aux 3 étages, à peu près au milieu, quoi, entre le yin et le yang. Quand on a un chœur qui est plus large, une source beaucoup plus étendue, gauche-droite, on va pouvoir utiliser une autre technique que cette technique XY. On va placer le micro, en fait, tu me montreras certainement, on va placer le micro comme ceci, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un micro qui va viser la zone de gauche, un micro qui va viser la zone de droite, comme ça, avec un angle entre les 2 micros. Encore une fois, je ne suis pas prof de maths, mais à peu près un angle de 100-120 degrés, dans ces eaux-là, à peu près. Et les micros, évidemment, il ne faut pas qu'ils soient collés, à la différence de l'XY, où on va essayer de rapprocher les capsules le maximum. Là, on va un petit peu écarter les micros, on va dire jusqu'à 30-40 cm minimum, de façon à vraiment différencier les zones. Et là, vous allez vous apercevoir que le micro de gauche va capter une zone, le micro de droite une autre, et qu'on va essayer de limiter au maximum l'endroit où se chevauche en fait la captation des 2 micros. Alors ça a un avantage, c'est aussi des inconvénients. L'inconvénient, c'est que si on écarte trop les micros ou qu'on les distance trop, on va perdre un petit peu les chœurs qu'il y a au milieu parce qu'ils vont être moins bien captés. Donc, lorsque vous placez les micros, c'est au technicien son d'avoir un casque et de légèrement, parce que quand on dit 110, 120 degrés, c'est pas de la science, donc on peut légèrement les rapprocher, légèrement les écarter au besoin. Donc il faut équilibrer. Encore une fois, le son, ça se fait pas avec une calculatrice, ça se fait avec les oreilles. C'est du son, donc il faut s'en servir de ses oreilles. Non, parce que j'ai vu des fois des techniciens qui font ça avec leurs yeux, ils regardent les vumettes bouger, ils se disent c'est bon, et ils n'ont pas écouté. Non, il faut écouter. Donc voilà, donc on place les micros de cette façon-là. Là, on parle du fait d'utiliser 2 micros. Mais attention, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'utiliser que 2 micros. On peut très bien utiliser donc 2 micros dans un style, par exemple ORTF, ça s'appelle ORTF, comme ceci, et rajouter un micro au milieu supplémentaire qui lui va se charger de capter la partie du milieu. On peut tout à fait faire ça. On peut même faire de l'ORTF comme ceci en rajoutant un micro à droite en extérieur qui va prendre le bord du chœur à droite et l'équivalent à gauche, plus un micro au milieu si on a une table de mixage suffisante. Encore une fois, le mieux, c'est de capter tous ces micros sur des pistes séparées. C'est le mieux. Si on ne peut pas le faire et qu'on enregistre donc tous ces micros en une seule piste stéréo, là, il faut faire très, très, très attention à ce qu'on enregistre parce que, comme tu le disais, on ne va pas pouvoir récupérer des problèmes de phase si on a des problèmes de phase. Donc, le positionnement chaque fois que vous rajoutez un micro, chaque fois que vous en rajoutez un,
c'est potentiellement un problème de phase supplémentaire. Et il y a même des instruments qu'on capte et on sait qu'on ne peut pas éviter ces problèmes de phase-là parce que c'est physiquement impossible. Donc, c'est une suite de compromis, notamment la batterie, avec ces fameux 10-15 micros parfois tous ensemble, et qu'à un moment donné, on a beau les positionner à 30 cm, ceci, cela, on ne peut pas éviter ce problème de phase, c'est physiologique. Donc, quand vous rajoutez des micros sur des chœurs, vous êtes de toute façon confronté à ça. Donc, attention, quand vous rajoutez des micros, mettez votre casque, demandez à un assistant de les bouger de 30-40 cm derrière, écoutez de voir ce qui se passe, c'est mieux, c'est moins bien. Adaptez-vous avec ce type de technique-là. Si vous restez sur 2 micros en stéréo, l'ORTF est une très bonne technique pour un chœur quand même relativement conséquent. Et vous aurez une image stéréo assez large, ce qui sera plutôt agréable. Une autre technique, parce que tout le monde se dit mais pourquoi est-ce qu'on met les micros croisés ou écartés comme ça? Eh bien, on peut aussi les mettre simplement l'un à côté de l'autre. Voilà, comme ça. Tous les deux, l'un à côté de l'autre, qui visent le chœur droit en face. Cette technique s'appelle la prise AB. C'est ça, il y a un micro A, un micro B. Et tous les deux sont positionnés en face. Alors, pourquoi est-ce que c'est la position la plus risquée? Simplement parce que, encore une fois, je répète jamais assez, l'ennemi, c'est la phase. Donc, si on écarte les micros, on réduit le chevauchement, donc on réduit le risque de phase. Si on met dans ce sens-là, également sur une source très proche. Mais si on met les deux micros comme ceci, vous avez compris que les deux triangles, à un moment donné, ont tout des chances de se chevaucher beaucoup et que ça va justement créer des problèmes de phase. Donc pour ça, il faut respecter une sorte de règle. Alors, comme toutes les règles, là, il faut se servir des oreilles pour les vérifier. Mais en gros, c'est que on éloigne les micros l'un de l'autre de 3 fois la distance de la source. C'est-à-dire, c'est tout simple, si je mets un micro à 2 mètres de mon chœur, j'écarte mes micros de 6 mètres, l'un par rapport à l'autre, de façon à ce que la zone de phase qui se chevauche soit le minimum possible. Alors, on va utiliser ça dans quel cas? On va utiliser ça dans le cas où on a, pour le coup, quelque chose de très, très grand, très large. Où là, mais attention, parce qu'on va devoir capter, ça va capter beaucoup, beaucoup d'ambiance, parce que pour capter l'ensemble de votre chœur, si vous avez un chœur sur 20 mètres de large, bien, vous allez devoir reculer ces micros de la source et les écarter l'un de l'autre, donc vous allez capter malheureusement également beaucoup de room. Donc je vous déconseille de faire ça dans une église, dans une cathédrale ou dans une pièce réverbérante, ça va être de très mauvaise qualité. Ouais, donc typiquement pour mon auditorium, c'est pas du tout la bonne solution. Oui, tout à fait. Ouais. Alors du coup, on va voir des cas particuliers maintenant parce que on est pas mal d'enseignants à avoir un zoom H5, un zoom H4, qui est déjà équipé, lui, d'un micro, si je dis pas de bêtises, de 2 micros qui sont déjà en XY. Tout à fait. Et donc, on peut y ajouter souvent au moins 2 micros supplémentaires. Ouais. Donc, pourrait-on imaginer une solution qui a 4 micros, du coup, avec un XY sur le zoom, et qu'est-ce qu'on ferait avec les 2 autres micros en plus? On partirait sur un ORTF? Alors, là, j'ai le zoom, le H6. Donc, moi, avec le H6, on a 4 micros supplémentaires. On peut monter jusqu'à 6 pistes, en fait. Alors, je le répéterai jamais assez, mais ce petit outil-là est une merveille. Et moi-même, je suis très surpris de la qualité de ces 2 micros-là. Vraiment, je fais des prises des fois en sound design dans la rue pour capter des bruits donc pour le cinéma, etc. C'est vraiment très étonnant. Et l'enregistreur est vraiment très étonnant. Et on n'oublie pas non plus, très peu le savent, c'est que si on le branche en USB dans un ordinateur, c'est aussi une carte son. Donc on peut enregistrer aussi de manière séparée. C'est-à-dire que chaque micro, si vous enregistrez en interne, eh ben, c'est sur des pistes séparées. Si vous enregistrez branché sur un ordinateur, vous aurez 6 pistes séparées, donc ce qui est quand même vraiment une superbe petite machine. Le seul inconvénient avec ça, c'est qu'on ne peut pas faire de re-re. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enregistrer 3 pistes plus réenregistrer 2 pistes en entendant les 3 premières. Ça, c'est un truc embêtant parce qu'ils ont sorti une autre machine pour ça. Bon. En tout cas, l'idéal, c'est que donc on a ce fameux positionnement ici, vous le voyez, pardon, ici, je vais le mettre là, de positionnement XY. Donc, si on reste sur ce que j'avais dit, c'est que le positionnement XY, on va essayer de ne pas trop éloigner la source de ces 2 micros-là. Donc, on va considérer qu'on va utiliser ces 2 micros-là peut-être pour viser le centre du chœur à une distance. Si vous avez un chœur très large, on va pouvoir viser le centre du chœur
en n'étant pas trop loin de ce cœur-là. Et on va pouvoir utiliser 2 autres pistes ou 4 autres, si vous voulez, pour pouvoir placer, cette fois, ce qu'on va appeler des micros d'ambiance, donc ce qu'on appelle des overheads. Alors, les overheads, ce sont les mêmes micros hein, dont on a parlé, donc des condensateurs à petite membrane. Et là, vous avez le choix, suivant si vous choisissez 2 micros ou 4 micros, on va prendre les 2 options. Si c'est 2 micros, moi, je rajouterai une position ORTF supplémentaire. C'est-à-dire que j'ai mon XY positionné relativement près de mon cœur et un peu plus à droite, un peu plus à gauche, qui vise un peu les bords du cœur en ORTF. Donc j'ai 4 sources et là je couvre l'entièreté de mon cœur. On peut utiliser, là si on continue encore, on a 2 autres micros sur le H6 possible. Ce qui serait peut-être sympa, c'est de récupérer en overhead, donc un peu le fond du cœur, voilà, donc on va mettre des perches un petit peu hautes qui vont viser un peu l'arrière du cœur, pour gagner un petit peu en précision sur les personnes qui, elles, sont un petit peu loin des micros. Donc on va, au lieu de rapprocher les gens vers le micro, parce que c'est pas toujours possible, même si on les a mis en arc de cercle, on va plutôt rapprocher des micros d'eux, et on va gagner aussi en précision à ce moment-là. La distance de ces overheads, du coup, tu les mets, si on a l'ORTF, comme tu disais, à 1,50 m, 2 mètres, les overheads, j'ai positionné. On va respecter une distance pareille, parce que l'intérêt, c'est que la distance du son qui sort, admettons que tout le monde chante en même temps. Les gens sont toujours un peu décalés, donc on a moins de problèmes de phase si c'était un son unique comme un piano ou quelque chose. Mais le principe, en fait, c'est que le son mette le même temps à parvenir de sa source au micro. À peu près. Donc ça se joue des fois, alors on n'est pas sur des millimètres, mais en gros, c'est qu'il faut respecter ça. C'est-à-dire que si on a positionné des micros à 1,50 m ou 2 mètres du pupitre, on va essayer de positionner les autres à peu près à la même distance, de façon à ce que le son leur parvienne à peu près dans les mêmes délais. Si on éloigne les micros trop, ils vont avoir un décalage, ce qu'on appelle le delay. Donc le son va arriver avec du retard à cause de la vitesse du son et on va perdre en qualité. Donc on va essayer de respecter cet équilibre-là. Positionner à peu près tous les micros à la même distance. En sachant que si on enregistre en pistes séparées, on a beaucoup moins de problèmes, évidemment. Et j'ai oublié de te poser la question d'ailleurs, parce que tu l'as dit pour le XY, la distance, mais pas forcément pour le RTF. Est-ce qu'on garde la même idée ? Non, alors l'ORTF, par principe, il enregistre une zone qui couvre une zone un peu plus large, en fait. Donc, on peut se permettre de reculer un tout petit peu l'ORTF, et tout va dépendre, en fait, ça va aussi dépendre de beaucoup de paramètres qui ne sont pas de la théorie de placement de micro. C'est surtout la qualité de la source. Encore une fois, il faut essayer de toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on est en train d'enregistrer, ne pas appliquer des méthodes bêtement. Il faut surtout prendre son casque. Je vous donne un exemple. Si j'enregistre le chœur du Philharmonique de Londres, je vais avoir une qualité, ce qui va venir à mes micros en termes de puissance, d'énergie vocale dans les fortissimos, va être évidemment infiniment plus clair, plus puissant, surtout dans un beau studio, ou si je le fais dans un auditorium, que si je le fais des enfants ou des amateurs dans un salon. Ils vont avoir moins de puissance, la pièce va moins porter le son. Donc la distance du micro va de toute façon s'adapter à ça. Donc ce sont des positions qui ne sont pas là pour donner un résultat, qui sont là justement pour éviter la phase. C'est des positions qu'on utilise pour éviter les phases. Après, à vous de les rapprocher, de les éloigner et d'écouter au casque si vous gagnez ou si vous perdez, toujours avec ce ratio qui est précision, room, précision. C'est toujours un ajustement à faire dans ces cas-là. C'est ça. Et alors justement pour le casque, là tu vois, j'ai un casque qui est semi-ouvert, donc qui fait que j'entends l'extérieur. Il me semble dans ce que tu dis que ce qu'il faudrait pour l'ingé son ou celui qui fait la captation, c'est avoir plutôt un casque de type fermé pour ne pas entendre le chœur en extérieur, mais vraiment que le chœur qui l'entend capté par les micros. Totalement. De toute façon, quand on capte du son, aussi sur un plateau de tournage cinéma, l'ingénieur du son, vous savez, le fameux perchman qui a la perche, qui a le casque, ou le technicien son qui écoute le résultat, c'est un casque fermé. Évidemment, il faut s'isoler parce que
Surtout si vous faites avec un cœur, vous allez avoir dans votre casque le son de ce que vous êtes en train de capter, mais vous allez surtout beaucoup aussi entendre le cœur. Donc vous allez avoir deux informations, alors que vous voulez isoler l'information de ce que vous avez. Donc il faut un casque fermé qui vous isole le plus possible. Il y a plein de types de casques fermés, il y en a des pas chers. Le fameux HD25 qui est un casque qui est hyper utilisé sur les plateaux de tournage. Il n'a pas une grande définition, mais il est tellement bien collé aux oreilles qu'on n'entend plus ce qui se passe autour. Et c'est un casque qui coûte, je ne sais plus, 110 €, je crois. C'est un très bon investissement et c'est un casque, vous pouvez le faire tomber par terre, il fonctionnera encore. Après, il y a de toute façon toujours l'idée, dans tous les cas, que le technicien son doit au maximum s'isoler en fait des bruits ambiants pour se concentrer sur ce que captent les micros. C'est fondamental. En studio, vous avez les fameuses vitres qui vous séparent de la pièce. Évidemment, si c'est possible, tant mieux, mais si ce n'est pas possible, il faut s'isoler avec un casque qui te permette d'entendre exactement ce que tu enregistres. Ok. Et j'ai une question. Je vois qu'il existe, dans mes micros, par exemple, j'ai des micros à capsules différentes. Et j'ai notamment une capsule omnidirectionnelle. Et je me posais la question, est-ce que si je mets un overhead et que je mets ma chorale en cercle autour du micro qui tombe comme ça, est-ce que ça peut être une alternative si j'ai pas si j'ai pas 2 ou 4 ou plus de micros et que j'ai qu'un micro omni? Alors, un micro omni, j'en ai un par exemple, tiens, ça tombe bien. Voilà, ça c'est un micro omni. Alors vous voyez, ça ressemble un peu à tous les micros, à part que, effectivement, au lieu d'enregistrer que d'un côté, omni, ça veut dire qu'il enregistre partout. C'est ça un micro omni. Alors, dans quel cas c'est intéressant, dans quel cas ça ne l'est pas d'avoir ce type de micro? C'est qu'en fait, si vous enregistrez une seule chorale de 80 personnes autour d'un micro, déjà, techniquement, les gens vont être les uns sur les autres. Enfin, vous voyez, c'est pas possible. Donc, c'est pas une bonne idée. Un micro omni avec des chanteurs autour parce qu'il faut qu'il soit assez proche du micro, va réduire le nombre de chanteurs. Donc là, c'est intéressant pour un petit pupitre ou pour un petit groupe qui vont faire une partie, par exemple, etc., pour isoler quelque chose. Ça peut être intéressant. Mais il faut jamais oublier qu'un micro omni enregistre une piste. Donc, ce sera du mono. Vous aurez beau avoir plein de gens autour du micro, vous aurez une seule source. Et quand on écoute le son au naturel, c'est-à-dire que si vous mettez vos oreilles là et que vous écoutez vos chanteurs, ce que vous entendez, c'est de la stéréo parce que vous avez deux oreilles. Donc, vous avez une largeur du son. Et si vous mettez un seul micro, tout ça va être réduit sur une seule source. Et le résultat n'est pas du tout le même. Oui, vous entendrez tout le monde, mais vous n'entendrez pas du tout le monde comme vous l'entendez au naturel. Pour cela, il n'y a pas d'autre possibilité, comme on a deux oreilles, d'avoir minimum 2 micros. Donc le micro omni est intéressant, mais si vous en mettez 2, par exemple, là déjà, il y aura déjà un peu plus la sensation d'avoir cette largeur du son. Mais dans les années 50, quand vous avez ces fameux groupes vocaux de jazz, en fait, c'est ce qu'ils faisaient. Ils se mettaient, on le voit aussi dans certains vidéos en studio de chanteurs qui font des chœurs. Ils mettent un micro, ils sont 3-4 autour. Donc là, ils le mettent en omni et ils chantent comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne font pas qu'une seule prise. Donc, ils font une prise, ils la mettent à gauche dans le mixage, et après, ils recommencent avec la même formation, ils refont une autre prise et ils la mettent à droite. Donc, ça nous donne une image stéréo. Au lieu d'avoir 4 qui font 1, ça fait 4 et 4, ça fait 8 choristes, c'est tout de suite plus impressionnant. Donc ça, ce sont des astuces qui peuvent fonctionner. Lorsqu'on veut aussi un peu grossir certaines parties, ça peut marcher. Bon, mais super. Et alors, pour terminer, parce qu'on va avoir une super vidéo, super longue, c'est trop bien, mais hyper détaillée et tout, t'es trop fort. On voit que t'as été prof et que t'as fait ça toute ta vie, tu sais, que t'as donné. Donc, du coup, la dernière question, tu as recommandé des casques. Est-ce que tu recommandes, donc on a vu le Zoom, les H5, H6, H4. Ouais, est-ce que, en termes de micro, tu aurais des recommandations qui soient dans des budgets accessibles pour des budgets de classe? Nous, si tu veux, on a 250 €, 300, 400 € par an. Donc, on peut acheter un micro ou deux, mais voilà, il faut qu'on le répartisse sur plusieurs années. Donc, justement, qu'est-ce que tu conseillerais dans ces tranches de prix-là? Ou même en dessous, mais... Alors, moi, je suis toujours embêtant
en tant que technicien son, parce que en fait, quand je mixe le travail des autres, je suis tout le temps en train de râler sur les micros qui ont été utilisés. Ça m'arrive tout le temps. Je viens de terminer un album qui a été enregistré avec des Neumann KLM-102. Je pense que ce sont des micros qui servent éventuellement à être mis sous des meubles pour les caler, mais ça ne sert pas à faire de la musique. Je les déteste. Pourtant, tout le monde en a acheté. Donc, évidemment, mon avis, il est quand même à prendre avec moult pincettes parce que je suis très embêtant avec les micros. Déjà, partir avec un budget de 250 € sur un condensateur, on ne va pas pouvoir taper sur de la qualité, il ne faut pas se leurrer. Moi, j'ai un micro ici, mon Fantera là, de chez Brunner, c'est pour moi le minimum en termes de qualité de micro condensateur à la maison, et il coûte 1 500 €. Et c'est à partir de là, ce sont des technologies qui coûtent cher. Maintenant, je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas investir dans des micros à ce prix-là. Donc, il y a quand même des marques, je pense à Rode, qui font quand même, en fait, dont leur politique est de pouvoir faire des produits avec des prix hyper accessibles. Mais je dois avouer, alors je ne veux pas que je le dise trop fort parce que je passe mon temps à râler sur les micros, mais je dois avouer que je suis quand même assez surpris parce que c'est pour le prix, voilà, pour le prix, ben, c'est quand même bien. Voilà. Pour le prix, ça les vaut, et c'est pas une arnaque. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, le micro, le son, pardon, c'est une chaîne, on parle souvent de ça, la chaîne du son. Donc, vous avez le moment où vous allez capter le son et vous avez le moment où vous allez finir de le mixer. Et toute cette chaîne-là, tout le matériel, si vous avez un maillon défectueux, le son va être au niveau de ce maillon-là. Donc, il faut essayer d'avoir des micros convenables pour faire des prises, déjà avoir une pièce convenable, etc. Donc, il faut faire un peu d'effort. Mais toute la catégorie des Rode, les NT5, etc., sont pour commencer, en tout cas pour avoir du matériel pas très cher, sont quand même assez efficaces, je dois le dire. Merci infiniment, Ounia, c'était trop bien, c'est hyper détaillé, hyper complet. Je vais monter ça pour que ce soit nickel, clair, pédagogique, tout ce que tu veux. Mais ton expertise était hyper précieuse, donc merci infiniment. Merci à toi, à très bientôt. Ciao.